Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, à mon tour de vous remercier pour le rapport que vous nous faites de votre déplacement important. Je vais essayer d'être bref et de bien cibler mes questions, en commençant peut-être par l'Irak. Je vais essayer de faire pays par pays, comme vous l'avez fait vous-même dans votre exposé. J'ai deux questions essentiellement sur l'Irak. La première intervient dans le contexte de la résolution que le Parlement irakien a votée le 5 janvier de mémoire. On sait dans quel contexte, une majorité chiite au Parlement qui a voté ce texte. Donc ce n'est pas l'ensemble du Parlement qui a participé au vote. On sait qu'elle est non contraignante, qu'elle s'adressait à un gouvernement lui-même démissionnaire. Donc contexte particulier, mais symbole quand même important à ne pas négliger. Et à la suite du vote de cette résolution, enfin, ou plutôt en lien avec le vote de cette résolution, on peut porter un regard sur la volonté de plus en plus affirmée de l'administration Trump de se désengager de la région au profit d'autres régions dans le monde, mais en tout cas, comme le dit Donald Trump, de ne plus perdre son temps dans des guerres sans fin, qui n'ont aucun intérêt pour les États-Unis, c'est son analyse. Alors, le 13 et le 14 février de mémoire, ou le 12 et le 13, je ne sais plus exactement, mais il y a eu une réunion de l'OTAN pour mettre en place ce qu'on appelle le NATO-MI, OTAN Moyen-Orient. Donc une mission spéciale de l'OTAN qui verrait plutôt recevoir les compétences ou comment dire, les missions que s'était données la coalition anti-Daesh menée par les États-Unis. Et donc je voudrais vous demander, Monsieur le Ministre, comment vous voyez ce transfert de compétences, quel serait le cadre précis de cette mission OTAN Moyen-Orient, quelle serait l'ampleur de son déploiement et quel serait surtout le rôle de la Belgique dans ce cadre-là. Donc quelle est votre lecture générale de cette mission et comment l'envisagez-vous sans les Américains, qui vont quand même jouer un rôle majeur dans la région, sans porter de jugement de valeur là-dessus, mais toujours est-il que c'est un big player qui s'en irait. Il faudrait lui suppléer en maintenant, ou pas, c'est à vous à nous le dire, les objectifs. Alors, l'autre question, la rue irakienne manifeste, particulièrement dans le sud du pays. Les revendications sont d'ordre social et national. Donc, les manifestants disent ne plus vouloir ni des Américains ni des Iraniens. Il y a quelque chose d'assez relevant à mes yeux qu'on doit souligner, c'est l'attitude de Moqtada Sadr par rapport aux manifestations, qu'il a d'abord soutenues, et puis dont il s'est désolidarisé de manière très forte et même parfois violente ces derniers jours, ces dernières semaines. Et à travers l'attitude des sadristes, je pense qu'on peut déduire une lecture du rôle que joue l'Iran. Je pense qu'en effet, l'Iran a repris la main sur des pans entiers de la société irakienne. Et je voudrais savoir si vous avez senti ça dans vos contacts, dans votre dialogue avec les autorités irakiennes. Est-ce que vous sentez une reprise en main du pays par l'Iran qui se ferait comme dans un jeu de vase communicant avec la baisse de l'influence américaine dans le pays. Donc comment est-ce que vous ressentez les choses de ce point de vue-là? Donc ça concerne l'Irak. L'autre question, ou l'autre volet plutôt, concerne les FTF. Donc je ne doute pas que vous mobilisez tous les efforts nécessaires pour rapatrier les enfants. Et c'est notre position. Nous avons toujours été favorables au rapatriement des enfants et nous espérons que vous y parviendrez.
dans un contexte qui en effet est difficile d'un point de vue sécuritaire, mais aussi d'un point de vue judiciaire. En ce qui concerne les adultes, vous avez rappelé l'importance de tenir deux objectifs en main. D'une part, les juger sur place, sur les lieux de leurs crimes éventuels, et en même temps leur garantir un procès équitable. Alors, pour nous, le seul moyen de pouvoir tenir ces deux objectifs, c'est un tribunal international. Maintenant, quand on dit ça, on sait aussi à quel point ce genre de dispositif est difficile à mettre en place. Mais est-ce que vous pourriez quand même préciser, sur base des contacts que vous avez eus, comment vous comptez garantir que le procès se fasse là-bas, dans des conditions qui respectent les droits fondamentaux des prévenus. C'est une équation qui n'est pas simple à résoudre. Et de ce point de vue-là, moi j'avais prévu une question que j'avais déposée il y a quelques jours, parce que j'ai fait la découverte d'un service des Nations Unies qui, en tout cas dans ma réflexion personnelle, apporte à mes yeux peut-être une pièce manquante dans le dispositif, qui consiste à en effet garantir un procès équitable et en même temps pouvoir juger les prévenus sur base de faits. Moi, ce qui m'a toujours ennuyé dans l'idée de faire revenir les adultes, c'est notre incapacité à garantir leur procès sur base des faits qu'ils auraient commis. Et donc prendre le risque de ne les condamner qu'à 5 ans de prison maximum pour appartenance à une organisation terroriste. Donc pour moi, c'est très problématique et ça justifie le fait de ne pas les rapatrier pour le moment. Sauf que j'ai découvert une agence des Nations Unies, équipe d'enquête des Nations Unies, pour promouvoir la responsabilisation en ce qui concerne les crimes commis par Daesh. Et c'est un organisme des Nations Unies qui a pour mission de collecter des preuves documentaires et numériques. Et j'ai le premier rapport de cette équipe d'enquête, et il est prévu que le système soit mis en place d'ici fin août 2019. Donc il est censé fonctionner et exister, et ce service a la compétence pour collecter du matériel médico-légal, physique et biologique, notamment sur les sites des fosses communes. Et le but est de rassembler une série de preuves matérielles qui seraient alors mises à disposition des cours et tribunaux qui le souhaiteraient. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, vous avez connaissance de l'existence de ce service? Si oui, est-ce que vous êtes en contact avec lui? Et quelle est l'ampleur de ces contacts? Est-ce que vous avez déjà pu collaborer avec ce service sur base de dossiers de FTF belge? Parce que si c'est le cas, si on est capable de rassembler des preuves qui nous permettrait d'organiser des procès sur base d'éléments tangibles, alors dans ce cas-là, les positions des uns et des autres seraient peut-être amenées à évoluer, à se débloquer, et on pourrait alors garantir la tenue d'un procès équitable. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Plusieurs éléments, parce que, en effet, vous n'avez pas répondu même pas laconiquement d'ailleurs à certaines de mes questions, donc je vais me permettre d'y revenir. Mais d'abord, l'un ou l'autre élément, donc, sur la question des enfants, vous avez bien compris que personne ne doute que vous mobilisez tous les efforts nécessaires, et certainement pas nous. Maintenant, soyons honnêtes et reconnaissons que ces efforts-là auraient dû être engagés plus tôt. Vous travaillez d'arrache-pied maintenant, mais le gouvernement aurait dû mobiliser ces moyens-là bien plus tôt, et on aurait certainement évité des difficultés. J'ai une question de précision. Est-ce que, dans le dialogue que vous avez avec les mamans, est-ce que vous leur proposez un plan de rapatriement précis pour que les mamans puissent comprendre en fait ce qui va advenir de leurs enfants? Où est-ce qu'ils seront placés, dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a une procédure qui est établie? Et si oui, est-ce que cette procédure-là, ou ce process-là, ou ce chemin-là, est-il explicité auprès des mamans? Donc ça, c'est pour le volet des enfants. Sur la question de l'Irak et de notre présence à travers la mission de l'OTAN. Vous avez réaffirmé, et je partage, que notre présence est indispensable, notamment dans la lutte contre les cellules dormantes de Daesh qui pourraient se réactiver très rapidement.
Alors, je crois aussi qu'on doit être sensible à l'accord que le gouvernement irakien doit donner à cette présence. Vous avez donc réaffirmé l'importance de cette présence, mais est-ce que vous considérez que l'accord du gouvernement irakien est un préalable indispensable? Ou si demain, les autorités irakiennes nous disaient « on ne veut plus de troupes étrangères sur notre sol », est-ce que malgré ça, vous considéreriez que les troupes de l'OTAN devraient rester sur place? C'est une question ouverte. Et alors je me permets, pour terminer, de revenir sur la question que je vous avais adressée, sans imaginer qu'elle serait intégrée dans un échange de vues, mais elle me paraît vraiment importante. Ce service des Nations Unies, ce conseil spécial pour promouvoir la responsabilisation en ce qui concerne les crimes commis par Daesh, je lis dans le rapport annuel que des contacts ont déjà été pris avec 3-4 pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Turquie, pour mettre en place un cadre juridique permettant la transmission de pièces à conviction aux États qui le souhaitent, et que par ailleurs des contacts ont eu lieu déjà en février, il y a plus d'1 an, avec les autorités européenne. Je lis que le Conseil spécial a informé le sous-groupe Cour pénale internationale du groupe de travail sur le droit international public du mandat et des activités de l'équipe. Et a également eu l'occasion de s'entretenir avec les hauts fonctionnaires de l'Union européenne à Bruxelles, en vue de définir d'autres modalités de coopération pour les mois à venir. Ça me paraît hyper important. Si on a la capacité de rassembler des preuves qui permettraient de juger des combattants terroristes sur le sol belge, en leur garantissant évidemment un procès équitable, mais surtout en nous donnant les moyens de les condamner pour les crimes qu'ils ont réellement commis, c'est quelque chose qui ne peut pas être négligé. Et donc, je vous repose la question, Monsieur le Ministre, avez-vous eu connaissance de ce service? Et si oui, avez-vous contact avec eux? Merci. En effet, c'est plus, si je peux me permettre, hein, c'est manifestement plus sur le territoire irakien, mais parler de Verviers, il y a un ressortissant belge originaire de Verviers, Tariq Jedaoun pour ne pas le citer, qui est, à ma connaissance, prisonnier dans le Kurdistan syrien pour le moment, irakien, pardon, qui a commis des faits plutôt à Mossoul. Hein, il a été capturé à Mossoul, si je me souviens bien. Et donc, les preuves qui sont récoltées sur le terrain irakien, à mon avis, peuvent être utiles pour quelques-uns de nos ressortissants, si pas beaucoup. Oui, mais manifestement, d'après le rapport annuel, ces collectes de preuves sur le terrain irakien et mise à disposition de ces preuves des cours et tribunaux qui le souhaitent. Oui. Voilà, sur base d'un accord juridique à formaliser, mais pour des faits commis en Irak. En Irak. Oui, ouais. Tariq Jedaoun a commis des faits en Irak. Oui. Donc si on veut juger Tariq Jedaoun ici en Belgique, il faut, les preuves récoltées là-bas seraient utiles. Oui.